Bienvenue à Gargotte. Voilà, ici, nous sommes dans une gargote. Qu'est-ce que c'est une gargote? C'est un endroit où l'on vide la goutte, mais en la payant. C'est souvent un endroit privé. Et on en comptait jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on en comptait 52 pour ébène et mal. 52 gargotes où on pouvait aller vendre, boire une goutte. Ça coûtait, avant 14-18, ça coûtait 2 centimes et demi pour une goutte. Donc on était sous pour... c'était avant la loi Van der Velde. Hein. Heureusement, la loi Van der Velde a arrêté un peu cette sous-lographie parce que souvent les ouvriers rentraient chez eux le vendredi avec la moitié de leur paye parce qu'ils avaient été boire. Donc on buvait beaucoup plus à l'époque. La loi Van der Velde a été une loi très utile. Gargote, vous voyez ici qu'il y a deux T. Or en français, gargote, il n'y a qu'un T. Et ça n'existe pas en... gargote n'existe pas en wallon. Et je l'ai vu écrit avec deux T dans un document ancien. Donc ici, je l'ai marqué avec deux T. Mais non, en français, il n'y en a qu'un. Voilà, je vais vous parler d'un moment où tout ceci n'existait pas encore, c'est la formation de l'harmonie Sainte-Cécile. Ça s'est passé en 1884, à un moment où il n'y avait qu'une société dans le village, la Société Notre-Dame, mais la plupart des indépendants, des commerçants, des fermiers, etc., se sont regroupés, n'étaient plus d'accord avec la façon dont était menée la Société Notre-Dame, et ils ont décidé de créer une deuxième harmonie. Ça se passe en 1884. Ils ont d'abord été dans une ferme pour aller faire les premières répétitions, et ont décidé de sortir un 15 août, le 15 août 1884, aux grandes dames de ceux qui restaient dans l'harmonie Notre-Dame, et à la grande joie de tous ceux qui étaient partisans de la nouvelle société. Ça s'est passé comme ça pendant une quinzaine d'années, 17 ans ou 18 ans exactement, et ce n'est qu'en 1902 qu'on a construit cette salle sur un terrain qui appartenait à mes grands-parents. Cette pièce ici, qui est déjà assez grande maintenant, n'était arrivée jusqu'ici, n'était que la moitié, et elle servait de remise pour le mobilier de la salle, elle servait aussi de répétition en hiver, pour ne pas devoir chauffer toute la salle, ils répétaient ici. Tout ça a duré jusqu'en 1902. En 1902, on a construit cette salle et on a commencé à l'utiliser à toutes les fêtes, au carnaval. On faisait beaucoup de théâtre à l'époque. Ici, on était spécialisé dans les opérettes, par exemple. Et la société a prospéré. Elle est restée relativement modeste. Elle l'est toujours maintenant, d'ailleurs, c'est le plus petit parti du village. C'est pas un parti, c'est une société d'agrément. Et cette salle est devenue un peu petite parce qu'il y avait de plus en plus de monde. On faisait des bals fleuris notamment, où il y avait des défilés, où il y avait beaucoup de cotillons, etc. C'était formidable. La société s'est agrandie, d'autres membres se sont inscrits, et ça est devenu ce qu'elle est maintenant, la Société Royale Sainte-Cécile. Royale parce que on est royal quand on dépasse 50 ans. Alors, elle est devenue un peu petite pour les bals de carnaval qui amenaient énormément de monde. Alors on a décidé d'ouvrir la salle. Bon, d'abord, c'était un peu délabré, et puis un peu plus tard, on a racheté un morceau de terrain du voisin, et on a agrandi la salle de 6 ou 7 mètres,
surtout pour agrandir la scène, et on en a profité pour agrandir la cave. Donc maintenant, c'est une cave qui est assez, quand elle est bien en ordre évidemment, qui est assez agréable aux gens lorsqu'on fait des grands bals de carnaval. Lorsque j'ai été président dans les années 80, eh bien, j'ai décidé de l'embellir. Certains ont construit le comptoir, et moi j'ai décidé de récolter toutes les photos que vous voyez ici de tous les membres, et j'en ai fait une frise dont j'ai garni la salle. Et la frise, évidemment, les plus anciennes photos commencent là-bas et finissent au comptoir. Bon, ça à peu près 3 minutes. Ceci est vraiment un document. C'est une affiche qui annonçait la représentation d'une pièce de théâtre qui avait été écrite par les gens du village, et beaucoup faisaient leur propre rôle sur la scène. Et c'était en vue des élections de 1908. Les Bleus, la Société Notre-Dame, avaient toujours eu la majorité aux élections. Et en 1908, les Rouges étaient pratiquement certains de les gagner, ces élections. Alors, ils ont créé ça en citant des noms de villages, etc. C'était formidable, paraît-il. Et regardez comment s'intitulaient les actes. Hein. Voilà. Premier acte, l'Issamen devant les élections. Deuxième acte, les dimaines des élections. Troisième tableau, nomination des Borguimès. La victoire de Sainte-Cécile. C'était avant les élections. Et voilà qu'aux élections, les Rouges sont quand même battus. Et ils seront battus pendant 50 ans. Et alors, les Bleus, la Société Notre-Dame, a refait la même chose que nous, mais au lieu de marquer Émole et Macralé, ils avaient indiqué Émole 10 Macralé. Alors ils racontaient évidemment les mêmes blagues sur les Rouges que les Rouges avaient racontées sur eux. Et vous voyez qu'après ça, il y avait toujours une partie de danse. À l'époque, ça coûtait 1 franc belge, l'entrée. Les places réservées 1 franc 50, les premières places 1 euro et les secondes places 50 centimes. C'était pas grand-chose. Hein. Cette revue ne contient ni un mot grossier, ni une expression injurieuse. Elle constitue un vrai spectacle de famille. Alors je ne sais pas si beaucoup pourront traduire ça. On se dépirrerait. Ça veut dire, littéralement, on rira tellement qu'on fera pipi dans sa culotte, quoi. Voilà, et c'était signé Théodore Mélotte, le président, Joseph Jodogne, le trésorier, et Jacques Duvivier, le trésorier adjoint. Et c'est le secrétaire, Joseph Ruth. Ici, ce que vous voyez, c'est l'ancien bâtiment où se trouve maintenant le restaurant. Ça, c'est la maison communale, mais cette photo date d'environ 1900-1902. De la même année, c'est une carte postale qui date de 1902, où la salle était déjà construite, avec une devanture qui permettait pour des discours, etc. Et puis alors les Crabillons ont débuté, mais ils avaient déjà débuté en 1884. Ceci, ça date il y a environ 60 ans. Environ 60 ans. Toutes celles que vous voyez là, il y a une soixantaine d'années. Là-bas, c'est la tête de musique, avec tous les jeunes, les premiers. Moi, je suis là, je conduisais Théo Perry, puis il y avait moi, puis il y avait tous les membres du comité, puis tous les jeunes gens qui allaient dans les Cravignons. Ceci, derrière ce groupe, on voit la place avec les carousels. On aperçoit le tour des carousels. Ça, c'est on arrive à la fanfare.
la fanfare. Le gros bombardon que vous voyez à la fin et qui n'est pas en train de jouer, il est en train de nous regarder, c'est mon père. Ça, c'est un petit peu plus jeune. Et ça, c'est une photo qui date d'après la guerre 40-45. Vous voyez encore des ruines, les ruines des maisons. Il ne faut pas oublier que le 10 mai 40, lorsque la guerre a commencé à Ébénémal, eh bien, en 2 heures, 70 maisons étaient en ruine, 10 fermes, il y avait 37 civils tués, donc ça s'est passé de 4h15 à 6h15, donc il y a eu une catastrophe extraordinaire. Un peu plus loin, juste dans le coin, là-bas, vous voyez une habitude qu'on avait à l'époque, lorsque quelqu'un se mariait, on faisait du feu, ça s'appelait des foaux. Et les personnes empêchaient les jeunes gens de descendre parce que le véritable mariage pour la population, c'était pas à la maison communale, c'était à l'église, et pour les empêcher de se marier, ou pour les embêter, ou pour les obliger à verser la goutte, eh bien, on les empêchait de passer avec du feu. C'était des bottes de paille que l'on dressait les unes contre les autres. On faisait du feu pour les empêcher de passer. Ça, on appelait ça des fourreaux. Et puis on continue toujours avec les Cramignons. Les Cramignons étaient une des activités les plus importantes de la société, d'ailleurs des 2 sociétés et des 3 sociétés après, puisqu'une 3e société s'est créée en 1923, c'était le Parti ouvrier, qui s'appelle maintenant les Amis Unis, et puis on voit toujours les Cramignons des Rouges qui se succèdent, avec des gens qui ont pour beaucoup ont disparu parce que ça date déjà de longtemps. Et vous voyez encore derrière les Cramignons là-bas, vous voyez encore des ruines du village. Le village n'était qu'une ruine, hein. Les maisons qui étaient debout étaient de toute façon abîmées. Donc la commune avait construit une quinzaine de baraquements en bois pour permettre aux sinistrés de se loger. À cause des bombardements de la guerre 40-45. Ça, c'est une photo du chef de l'harmonie qui a eu une grande importance. Il est resté de nombreuses années et il a vraiment relevé et remonté la fanfare qui auparavant était dirigée par mon oncle qui avait réussi tant bien que mal à maintenir la fanfare. Lorsque lui a repris avec sa personnalité et ses compétences, il a remonté l'harmonie d'une manière extraordinaire. Et on voit cette harmonie là-bas. Je ne suis qu'en dans cette photo, mais si je vois les gens qui sont dessus, c'est dans les années 60. C'était l'harmonie royale Sainte-Cécile. Donc je vous parlais de Edmond Spelt qui avait tellement remonté l'harmonie, on avait fait vraiment une harmonie digne de ce nom, et on les voit là-bas dans les rues du village, et vous voyez l'importance formidable de la fanfare qui a duré jusque maintenant. En 1902, vu le succès de la société, on a donc construit cette salle, et 100 ans après, on a décidé de marquer le centenaire de la salle par la pose de cette pierre, et par toutes sortes de réjouissances qui ont duré d'ailleurs 1 an, où chaque mois il y avait une activité centenaire, ou qui avait comme sujet le centenaire. Et on a organisé des expositions, de pièces de théâtre, etc., toutes des excursions, mais qui avaient toujours comme leitmotiv le centenaire. Et voilà comment cette pierre est arrivée ici, donc en 2002, date de la création, et de la construction.
après la photo de la fanfare, vous voyez les Cramignons qui ne sont pas en train de danser au son des fanfares, mais qui défilent dans les rues du village pour bien montrer les belles robes et le nombre de couples, parce qu'il y avait une forte émulation entre les sociétés à l'époque. À l'époque, ça se faisait le mardi, donc le nombre de couples était assez restreint. Quand on arrivait à 30, on était bien content. Aujourd'hui, on arrive à 125 et plus. La photo suivante est une photo qui a été faite dans la cour de la ferme de mes parents. Et donc ce sont pour la plupart des gens, des jeunes gens, qui le soir venaient manger à la maison chez mes parents. Et vous voyez, les filles sont en long, les hommes en costume. C'était vraiment un défilé de belles robes et de beaux garçons. La suivante, c'est toujours dans la cour de mes parents, de même que la suivante encore. Et là, je conduis les Cramignons. Qui était quand même un travail difficile parce qu'on mettait un point d'honneur à ce que le Cramignon ne se coupe jamais. Avec 23, 20 ou même 30 couples, c'était possible. Maintenant, avec les 125 qu'il y a dans les Cramignons sont toujours cassés. Et ça, c'est toujours à la sortie de la ferme de mes parents. Comme vous le voyez, il n'y avait pas seulement qu'à la fête du mois d'octobre qu'il y avait les Cramignons, mais il y en a aussi au carnaval, que ça continue toujours d'ailleurs. Donc ce sont les couples, au lieu d'avoir des belles tenues, avaient des costumes de carnaval, certains plus burlesques les uns que les autres, et c'est très amusant, on se toujours au son de la fanfare. Là c'est encore des Cramignons, vous voyez les robes sont magnifiques. C'est toujours dans les rues du village. Ici, c'est devant la salle, dans la salle des Rouges. Ici, c'est dans d'autres rues du village. Ici, c'est dans le carrefour de Loumont, juste en face de ma maison. Vous voyez, on pourrait peut-être même déjà compter le nombre de couples là-bas. Il n'y en avait pas tellement à l'époque. Ici, c'est à la Grande Goutte. Ici, c'est la sortie des Cramignons. Il faut vous dire que la tête de musique, tout le monde est en smoking et chaque fois que les couples descendent, on les applaudit. Certains les comptent pour voir si on en a plus que les Bleus ou les Amis Unis. Il y a des gens qui sont très attachés à tout ça. Puis alors, on faisait les Cramignons, les petits faisaient imiter les grands et dansaient aussi ensemble, toujours sous la surveillance d'une maman ou de plusieurs mamans. Et puis quand on arrivait dans les cafés, ceux-ci c'était au carnaval, ceux-ci ne sont pas déguisés, mais d'autres le sont, c'est au café de la Concorde. Alors ça c'est une figure formidable, c'est Malou, c'était le café, vraiment le café des Rouges, le café du village, et voilà, et le reste c'est du carnaval. Vous voyez les masques, les différents costumes. Il y avait des intrigues, donc ça consistait à aller ennuyer des gens non masqués et les gens essayaient de le reconnaître et nous on devait tout faire pour ne pas être reconnus. Là-bas c'était encore des masques différents, des masques blancs. Et puis alors nous arrivons ici à un groupe qui s'est formé dans les rues du village. Vous voyez que c'est au carnaval, puisqu'il y a de la neige, et ce groupe d'ours, il y avait de nombreux groupes comme ça. Il y en avait qui étaient formidables, et ils allaient dans les maisons pour aller se faire servir la goutte, évidemment. Alors là, ce sont la fanfare en costume des ours officiels, reconnus par les instances nationales. Et puis la dernière, c'est encore une réjouissance du carnaval. Voilà, ici c'est toute en fait c'est la tête de musique, ceci. C'est la tête de musique. Avant de commencer les carnavals, on avait photographié tous ceux qui marchent devant la musique
quelques jeunes qui sont dans les Cramignons. Voilà. Maintenant suivent toute une série de photos qui montrent des groupes de carnaval. Ici, vous voyez un groupe avec notamment, vous le reconnaissez probablement, Freddy Close, avec Bernard, mon fils Franck, l'ancien percepteur des postes, et lui jouait aux hommes des cavernes, quoi, hein. Ici, c'était un groupe qui était marqué, qui était déguisé en bonbons, avec la fanfare toujours derrière. Ceci, c'était les Schtroumpfs qui faisaient toutes sortes de scénettes à travers les rues du village. Là-bas, c'est encore au café de la Concorde, où les musiciens sont déguisés à toutes sortes de bêtises, hein. Ils s'amusaient fort bien. Ah, ici, c'est une photo du village, avec la salle Sainte-Cécile comme elle était là, et les vieux quartiers du village là-bas. Plus loin, c'est encore des photos de réjouissance, soit dans la salle, soit dans un café. Ici, je crois que c'est dans la salle. Vous voyez, ils ont tous une bonne bière en main, et ils en boivent beaucoup, hein, je vous assure, hein. Ici, c'est encore des gens qui embêtent un autre, et ça fait bien rire. La fanfare, ça c'est pas au carnaval, c'est à la fin d'octobre, avec la tête de musique et toute l'harmonie. Ça c'est un excellent musicien, c'est le chef, le dernier chef, qui est toujours chef maintenant, Tony, qui maintient encore la fanfare dans la plus valable possible. Alors ici, voilà, le costume des Our, la fanfare en costume des Our, qui sont, à mon avis, là, ils n'ont pas encore beaucoup bu, ils ont encore l'air fort sérieux. Dans une heure ou deux, ce sera plus la même chose. Voilà, le groupe des trombones. Le groupe des trombones. Oui, ce sont des jeunes, hein, relativement jeunes. Ici, c'est dans une maison, c'est une petite ferme, où les gens s'amusent et chantent au son de la musique. Le répertoire des musiciens à l'époque, c'était toujours une musique en 6/8, donc c'est-à-dire que c'était un rythme de Cramignon, mais on utilisait toujours une chanson populaire que tout le monde pouvait chanter. C'était beaucoup plus facile. Maintenant, ils inventent des chansons de Cramignon qui n'ont plus rien à voir. Alors tout ça sont des groupes de carnaval. Des groupes de carnaval, vous voyez, les musiciens sont aussi déguisés comme ils veulent, évidemment. Ceci, c'est un groupe qui s'était déguisé pour imiter un peu le carnaval de Rio. Là-bas, c'est un autre groupe avec des canards. Ça, c'est une ancienne photo. Le reste, ce sont des anciennes photos. Une ancienne photo avec une grande fanfare. Oui, il y a plusieurs tambours, il y a, je ne sais pas, il y a peut-être 50 musiciens, là, hein. Et à côté de ça, il y a la vieille fanfare qui était toujours conduite par Ernest Lénars. Vous voyez, à ce moment-là, on tirait la caisse qui était placée sur des roues. Maintenant, on la porte, hein. Et je sais que les petits, ils se disputaient toujours pour tirer la caisse, parce que le batteur, Lambert Poilvache, leur donnait toujours quelques sous lorsque c'était l'affaire. Les voilà encore ici, à peu près à la belle époque, mais on dirait que c'est un peu plus tôt le soir. Là, c'est la fanfare qui avait choisi un costume, tous les mêmes. À mon avis, c'était pour aller jouer la musique dans un autre village. Ça, c'est toujours la vieille fanfare. Oui, ils n'étaient pas nombreux, hein. Ils n'étaient pas nombreux. À côté de celle-là, par exemple, qui comporte beaucoup de musiciens. Et puis alors là, voilà le porte-drapeau
avec quelques jeunes musiciens, dont deux tambours. Ceci, c'est un concert que donnaient de temps en temps, ou une fois par an, les Rouges sur la scène qui se trouve au-dessus de nous ici, où ils avaient préparé des musiques un peu plus difficiles pour lesquelles ils devaient beaucoup répéter. Et ce sont les musiciens qui attendent qu'on prenne la photo avant de commencer. La photo suivante, c'est la tête de musique avec ici les membres du comité. Les membres du comité. Et là, lorsque la fanfare arrivait dans une maison qui offrait la goutte, eh bien, pour les remercier, ils jouaient quelques morceaux sur place. Donc, et ils le font toujours d'ailleurs. Et maintenant, voilà, ils sont en train de jouer. Au début, ce sont des photos des musiques bien préparées. Après, le nombre de gouttes aidant, ils jouent un petit peu n'importe quoi et n'importe comment, évidemment. Hein. Alors, ce sont les filles du comité qui arrivent. Là, ce sont les Rouges pendant leur concert qui sont en train de jouer. Là, c'est encore la fanfare dans les rues. Là-bas, la même chose. Ça, c'est chez mes parents. Ils jouent sur place. Et puis là, c'est une chose curieuse. Cette photo en noir et blanc que vous voyez là-bas, c'est une photo d'un orchestre, parce que les meilleurs musiciens de la fanfare jouaient parfois le bal. Et c'est avec ces 5 musiciens, qui étaient les meilleurs musiciens probablement, jouaient sur la scène et animaient le bal. Le bal qui commençait à 8 heures, et le monde était là, et qui finissait à minuit, 1 heure. On n'allait pas plus loin à l'époque. Hein. Et c'était ces gens-là, je connais encore tous leurs noms d'ailleurs. Hein. Il y a même mon parrain qui joue le tuba, qui se trouve là-bas, et tout vieux musicien des Rouges. Quoi, hein. Puis après, vous voyez encore une scène de carnaval, et les photos suivantes montrent en quoi consistait le jeu. Vous voyez un enfant avec les joues toutes noires. Eh bien, le jeu consistait pendant la journée, les jeunes gens se masquaient et prenaient une pièce enduite de cirage et couraient après les filles. Quand ils les attrapaient, ils leur faisaient 2 traits noirs sur le visage. Et puis alors la fille était vaincue, quoi. Hein. Puis alors ça, c'est encore des photos de carnaval. Jusqu'au bout, ce sont des photos de carnaval. Ici, par exemple, c'est lors de l'intronisation des Hours dans la confrérie du carnaval des Hours du carnaval noir des mâles. C'est l'intitulé exact. Ici, on a ajouté des anciens musiciens défunts. Hein, Joseph Le Tillon, qui était l'ancien forgeron, Gilbert Anquet et Eddie Bétonville, qui sont tous morts maintenant. La devise que vous voyez au-dessus de moi est la devise des Rouges. Bien faire et laisser dire. Pourquoi avait-il choisi cette maxime Eh bien, lorsqu'ils ont commencé, évidemment, c'était des musiciens qui n'avaient pas beaucoup l'habitude de jouer ensemble, et c'était assez peut-être maladroit au début. Il a donc reçu les colibés et les critiques de tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec ceux qui s'étaient séparés. Et alors ils ont décidé de choisir une devise, bien faire et laisser dire, pour ne pas répondre à tous les colibés qui circulaient dans le village. Le jeudi des carnavals, nous organisons un bal qui commence par l'intronisation de membres d'autres confréries qui viennent parfois de loin et qui sont intronisés du carnaval noir des mâles. Et je suis en train de
de leur lire le serment qu'ils devront devoir prêter. Ça, ce sont des filles, des ours qui participent à l'événement. Et là, c'est encore des scènes de carnaval ou des scènes de liesse dans la salle. Voilà. Puis là, derrière. Ah oui, ici, c'est lors du centenaire. Je suis en train de faire un discours pour expliquer la formation des ours des Bénémales. C'est où Franck habite pour le moment. Et ça, c'est la photo de la vieille Concorde, de la maison communale et de la rue Haute. Voilà, nous avons fait le tour. Lorsque l'on a commencé avec la fanfare en 1884, elle était conduite par une lyre qu'ils avaient récupérée, personne ne sait me dire où c'était, et ce drapeau est vraiment l'emblème de la Société royale Sainte-Cécile que l'on voit d'ailleurs sur le drapeau. Sainte-Cécile était une jeune romaine très riche qui avait l'habitude de se promener avec sa lyre dans ce grand jardin et qui ne s'est jamais mariée et qui a été canonisée. On ne sait pas très bien pourquoi. Mais c'est le nom qu'avait choisi la fanfare. Ils avaient d'abord pensé à utiliser le nom de Sainte Brigitte, mais pour les contrarier, le curé avait créé une fondation Sainte Brigitte pour la paroisse, et on a dû changer de nom pour ne pas reprendre le nom qui venait d'être créé, et on a choisi la patronne des musiciens, c'est-à-dire Sainte Cécile. Vous voyez, c'est un drapeau très riche, hein, c'est du velours avec des fils d'or, des imitations de rubis, de diamants, etc. Mais c'est un drapeau qui tombe un peu en ruine, et il a fallu changer parce qu'il n'était plus transportable. On a choisi alors ce drapeau-là, plus moderne, plus léger, plus facile, et c'est le drapeau actuel de la Saleté Rouge. Il a été changé en 1976, et maintenant il y a de nouveau un nouveau drapeau, un petit peu plus joli que celui-là, et qui sert à conduire la fanfare à travers les rues du village. Donc, vous savez que dans le village ici des Bénémales, il y a 3 sociétés. Il y a les rouges, les bleus et les margalais. Les rouges, c'est Sainte-Cécile, les bleus, c'est Notre-Dame, et les margalais, ce sont les Amis Unis. Ce sont 3 activités, 3 sociétés qui règlent toute la vie villageoise. Ça a une grande importance pour que le village ne devienne pas un village dortoir où l'on va trouver ce plaisir ailleurs. Il est important que ces 3 sociétés subsistent et continuent leurs organisations. Or, ce n'est pas facile d'organiser. Il fut un temps où le bénévolat était une chose tout à fait normale. On trouvait beaucoup de bénévoles. Maintenant, c'est plus difficile parce que même les syndicats n'aiment pas le bénévolat. Ils considèrent qu'on prend peut-être l'emploi de quelqu'un, mais sans bénévolat, il n'est pas possible de continuer d'organiser des sociétés. Or, pourquoi suis-je rouge? Pourquoi un tel est-il bleu? Pourquoi un tel est-il margalais? Ce n'est pas parce qu'on l'a choisi, c'est tout simplement parce que nos parents l'étaient. Ça n'a rien à voir avec un engagement philosophique, politique ou religieux. Non, on est rouge parce qu'on est enfant de rouge. On est bleu parce qu'on est enfant de bleu. On est amis unis parce qu'on est enfant de parents amis unis. Voilà. Donc il n'y a pas un ciment qui pourrait justifier cet engouement. Le seul ciment, c'est la volonté de quelques-uns de garder la vie dans le village. Or, les 3
société, avec leurs fanfares, leurs cramignons, leurs activités, le théâtre notamment, les soupers, eh bien, ça permet aux gens du village de se parler. Vous me direz, c'est peut-être aussi un clivage. On ne parle pas souvent avec des gens des autres partis, quoique maintenant on passe un petit peu au-dessus de ça, mais malgré tout, on se recherche partout où on est. Donc c'est le moteur de la vie socio-culturelle et folklorique surtout du village. Euh, Moi, je fais partie des Rouges parce que mes parents étaient parmi mes arrière-grands-parents et encore avant étaient parmi les membres fondateurs. Mais on est une famille de musiciens, donc ils ont toujours joué dans l'harmonie. Donc voilà, moi je ne suis pas musicien, j'ai un peu joué la grosse caisse parce que 15 jours avant la fête, le préposé à la grosse caisse était tombé paralysé, il fallait quelqu'un, donc je m'étais entraîné pendant 15 jours, j'avais joué probablement très mal, mais enfin, j'y avais participé. Bon, non, j'ai surtout participé dans l'organisation et surtout dans la recherche des couples au cramignon, parce que nous allions faire les cramignons un peu partout dans les villages voisins pour recevoir des couples de chez eux et essayer d'avoir le plus grand cramignon. Et quand on avait gagné les cramignons, on jouait vif les rouges, ou les bleus jouaient vive les bleus, les margalais jouaient vive les margalais. Donc c'était une émulation, c'était une fierté même pour celui qui conduisait le cramignon, mais c'était pas très très important. Mais ça ajoutait un petit peu à la joie. C'est aussi une façon de créer des amitiés. Quoique les mariages entre gens de partis différents, ça existe, mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Donc il y a quand même un clivage. Il y avait avant un petit café qu'on appelait la Concorde et qui était ouvert à tout le monde. Et c'était un endroit où les rouges, les bleus et les margalais pouvaient se retrouver. Ce café a disparu, maintenant il a été transformé en un restaurant qui ouvre aussi à tout le monde, mais ce n'est plus l'ambiance du petit café qu'il y avait avant, et où on ne pouvait surtout pas parler de politique, mais on parlait de sport et on parlait de football surtout. Donc voilà, le village est vraiment conditionné par toutes les organisations de ces trois parties. On a d'ailleurs difficile, si on fait quelque chose de nouveau, on a difficile de trouver une date parce qu'elles sont presque toutes occupées. Il faut dire qu'il y a énormément d'activités tout au long de l'année. Les carnavals, ça commence de janvier à fin février, puis alors il y a des soupers, il y a du théâtre, il y a la fête du 15 août, il y a la soupée de la Sainte-Cécile, il y aura le banquet de fin d'année, le réveillon, donc il y a toujours quelque chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a trois parties, et chacun le fait à des dates différentes, et on essaye dans la mesure du possible d'harmoniser tout ça, de ne pas faire en même temps la même activité. Donc voilà, c'est un village qui vit encore, c'est un village qui aime son histoire, qui aime ses difficultés. Il faut dire aussi que c'est un village qui géographiquement était très mal placé. Près de Maastricht, ville qui a été assiégée. Moi j'ai compté personnellement 61 sièges de Maastricht. Les Hollandais prétendent qu'il y en a plus de 100. Ils affirment, ils ont certainement raison. Mais chaque fois les armées assiégeantes campaient ici dans le village, ce qui faisait des exactions, des incendies, des crimes, des vols, etc. Même plus grave encore que ça, des crimes. Et le village a toujours été, disons, un petit peu le souffre-douleur de cette histoire des grands seigneurs qui se disputaient, mais avec qui on n'avait rien à voir, mais nous étions les victimes. Il y avait une chose qui nous rassemblait aussi,
c'est que chaque fois qu'il y avait un problème important, surtout depuis le XVe siècle, euh, c'était les passages d'armées. On appelait ça d'ailleurs la trouée de visée, toutes les invasions, etc., jusqu'à la Révolution française, y compris la Révolution française, et puis les deux guerres mondiales, évidemment, et la guerre de 1870. On s'est tous retrouvés dans la carrière. La carrière, c'est donc une grotte, c'est une petite, enfin, elle fait quand même 12 km de galerie, où on allait se réfugier. On allait se réfugier avec tout ce qu'on possédait, le peu de choses qu'on possédait, mais y compris les animaux. On entrait là avec les cochons, avec les poules, avec les vaches. On voit encore même actuellement des auges qui permettaient de nourrir tout ça. Donc c'est un village qui a fort souffert et où il y a énormément de solidarité. Quand quelqu'un est dans le malheur ou dans les difficultés, il y a beaucoup de monde pour l'aider. Donc c'est un village, et tout ça part de la difficulté qu'on avait de vivre et de la solidarité que ça imposait. Les gens sont bons de nature. Tout le monde est bon de nature. Mais tout le monde ne le manifeste pas. Mais ici, ça s'est manifesté. La dernière fois qu'on a eu une solidarité extraordinaire, c'est notamment pour aider la petite Marie à faire des mouvements, où tout le village s'est rassemblé pendant 5 ans. Et on a réussi à la maintenir dans une certaine forme, pas à la guérir malheureusement, mais tout le village, il y a même eu des mariages de gens qui se trouvaient là-bas, toujours au même moment de la semaine, il y a eu des amitiés qui se sont créées, donc c'est un village qui a encore beaucoup de fond, et c'est un village que je ne voudrais jamais quitter.